Le téléphone a sonné, et je savais déjà ce qui allait suivre. C'était ma mère, et sa réponse ne me surprendrait pas, mais, malgré tout, une partie de moi espérait que, cette fois, ce serait différent. Mon fils Grégoire était malade. Sa fièvre ne baissait pas, et le lendemain, j'avais l'entretien le plus important de ma vie, un poste qui m'offrirait un meilleur salaire et une stabilité dont j'avais désespérément besoin. J'ai appelé ma mère parce que je n'avais personne d'autre. Mes parents vivaient à moins d'une demi-heure, avaient du temps libre et une maison confortable, mais, même ainsi, je savais qu'il y avait de fortes chances qu'elle me donne une excuse. J'ai tenté malgré tout. J'ai expliqué la situation. J'ai dit que Grégoire avait juste besoin de repos, que ce ne serait que pour quelques heures et que cette opportunité changerait ma vie. À l'autre bout de la ligne, il y a eu une longue pause, comme si ma mère calculait la meilleure manière de dire non sans avoir l'air insensible. Quand elle a parlé, sa voix était hésitante, comme si elle me faisait une faveur en me répondant. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas, car elle avait un engagement social le samedi et qu'elle devait se préparer le vendredi. Clignant, des yeux, incrédule, j'ai serré le téléphone plus fort. Ma demande était simple, mais sa réponse donnait l'impression que je lui demandais l'impossible. Elle a conclu avec une phrase que j'avais entendue des dizaines de fois. Quelque chose sur le fait que je devrais mieux m'organiser, comme si j'avais choisi que mon fils tombe malade ce jour-là précisément. J'ai raccroché sans répondre. Mes mains tremblaient, et un goût amer me montait à la gorge. J'ai regardé Grégoire, allongé sur le canapé, les yeux fatigués, la respiration lourde. Il ne pouvait pas aller à l'école dans cet état. Impossible de le laisser seul, et je savais déjà ce que ça signifiait. La promotion pour laquelle j'avais tant travaillé allait m'échapper. J'ai appelé des amis, des voisins, même les parents des camarades de classe de Grégoire, mais personne ne pouvait rester avec lui. Il restait très peu de temps pour trouver une solution, et mon cœur s'est mis à battre plus vite. Alors, j'ai tenté une dernière chose. J'ai appelé le bureau pour demander à reporter l'entretien. J'ai expliqué la situation au service des ressources humaines, en espérant qu'il comprendrait, mais la réponse a été rapide et tranchante. Le processus était déjà en cours, la décision serait prise le mardi. Il n'y avait pas d'autre date disponible. J'ai lâché mon téléphone sur le canapé et me suis frotté le visage avec force. C'était fini, je n'aurais pas d'autre chance. Ces derniers mois, j'avais travaillé dur, accepté des projets supplémentaires, arrivé tôt, parti, tard, fait tout ce que je pouvais pour me démarquer. Mon patron m'avait même laissé entendre que j'étais la mieux préparée pour le poste. Et maintenant, à cause de quelque chose hors de mon contrôle, tout était perdu. Je me sentais impuissante. Le téléphone a vibré à nouveau, et mon cœur a bondi une seconde. Mais ce n'était ni une nouvelle opportunité, ni une solution miracle. C'était ma mère, un simple message demandant comment s'était passé l'entretien, comme si rien ne s'était passé. J'ai fixé l'écran quelques secondes avant de reposer le téléphone sans répondre. Mes parents n'ont jamais été du genre affectueux, et j'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas compter sur eux. Pourtant, voir cette indifférence aussi directement m'a touchée d'une manière étrange. Grégoire dormait sur le canapé, les joues rougies par la fièvre, et tout ce que j'ai ressenti à ce moment-là était un mélange de tristesse et de colère. J'ai toujours été là quand mes parents avaient besoin de moi. J'ai toujours aidé quand ils me le demandaient, même si ça signifiait renoncer à quelque chose pour moi. Mais au moment où j'en avais vraiment besoin, ils m'ont ignoré. Le lendemain matin, j'ai reçu une confirmation par email. La promotion avait été attribuée à quelqu'un d'autre. Ma vue s'est brouillée quelques instants, mais je ne pouvais pas me permettre de craquer. Grégoire avait besoin de moi. Pendant que je lui préparais une tisane, j'ai vu mon téléphone vibrer sur la table. C'était mon père. Je n'ai pas décroché. Peu après, un message est arrivé. Il me demandait si je pouvais les aider avec quelques factures ce mois-ci, comme si je n'avais pas perdu ma seule chance d'améliorer ma vie. Je savais que cette demande viendrait. Ça se passait toujours comme ça. Quand mes parents avaient besoin de moi, c'était comme si tout le reste cessait d'exister. Ma mère faisait semblant de ne pas se souvenir de la veille, comme si elle ne m'avait pas laissé sans solution. Ils n'ont jamais reconnu qu'ils faisaient peu pour moi, mais ils ont toujours attendu que je sois là pour eux. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rester calme, mais mon corps entier tremblait. Ce n'était pas une demande, c'était une exigence déguisée. Mes parents me voyaient comme une extension d'eux-mêmes, comme si j'avais l'obligation de les soutenir, peu importe combien ça me faisait mal. Grégoire a toussé et a ouvert les yeux lentement. Je me suis approchée. J'ai ajusté sa couverture et passé doucement la main sur son front. Sa fièvre semblait avoir un peu baissé, mais ses yeux restaient faibles. Mon cœur s'est serré. Comment pouvais-je penser à aider quelqu'un dans un moment pareil, alors que je ne savais même pas comment j'allais m'en sortir seule? J'ai pris mon téléphone et répondu quelque chose de simple et direct. J'ai dit que je ne pouvais pas aider financièrement ce mois-ci, que les choses étaient compliquées pour moi. Le silence a été ma réponse. Mon téléphone est resté muet le reste de la journée. Au travail,
tout semblait un peu plus glacial. La personne qui avait eu la promotion était déjà en formation, et je devais l'aider à s'adapter. L'humiliation d'être là, sachant que j'aurais dû être à sa place, était étouffante. J'ai essayé de rester concentrée, de faire comme si rien ne s'était passé, mais mon esprit revenait sans cesse à la nuit précédente. Mes parents, installés dans leur maison confortable, sans le moindre souci, pendant que je jonglais entre payer les factures et acheter les médicaments de Grégoire. Au 3e jour sans contact, mon téléphone a vibré avec un nouveau numéro. C'était ma tante, une personne avec qui je ne parlais qu'au fait. Elle n'a pas perdu de temps en salutations. Elle a commencé en disant que mes parents étaient inquiets, qu'ils trouvaient mon comportement bizarre. Elle a dit qu'ils avaient besoin de mon aide et ne comprenaient pas pourquoi je m'éloignais. Mon estomac s'est noué. Je savais ce qui se passait. Mes parents présentaient la situation d'une manière qui les faisait passer pour des victimes. J'étais la fille ingrate qui refusait de les aider, qui les traitait froidement sans raison. Mais, pour la première fois, je n'ai pas ressenti de culpabilité. J'ai ressenti de la colère. Ils déformèrent la vérité pour rallier les autres à leur cause, pour me faire passer pour la méchante. J'ai été ferme. J'ai dit à ma tante que mes parents ne lui racontaient pas toute l'histoire, et que je ne pouvais plus vivre en essayant de leur faire plaisir. Elle a tenté d'insister, mais j'ai mis fin à l'appel. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression de poser une limite. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que ce n'était que le début. Les jours suivants, le silence de mes parents s'est prolongé, mais je savais que ce n'était pas bon signe. Ce n'était pas du respect pour mes paroles, ni une acceptation de ma décision. Ils attendaient le bon moment pour passer à l'étape suivante. Et ce moment est arrivé plus vite que prévu. Cette nuit-là, alors que Grégoire dormait, j'ai reçu un nouveau message. C'était mon père. Il disait qu'il voulait parler, que ma mère était inquiète, et qu'il ne comprenait pas ce qu'il avait fait pour mériter cet éloignement. J'ai relu ces mots encore et encore, n'en croyant pas le ton de victime qu'il employait. Pas une seule fois il n'a mentionné ce qui s'était passé quand j'avais eu besoin d'eux, ni reconnu l'indifférence de ma mère, ni parlé du fait que j'avais perdu ma seule chance de promotion à cause de leur refus. Il se contentait de se présenter comme une victime, espérant que je me sente assez coupable pour revenir en arrière. J'ai ignoré le message, mais la colère bouillonnait en moi. Pendant ce temps, au travail, la routine continuait. La personne qui avait obtenu la promotion était maintenant officiellement installée dans le poste qui aurait dû être le mien. Je formais quelqu'un pour prendre la place que je méritais. Chaque détail me rappelait ce que j'avais perdu et combien tout aurait pu être différent si seulement ma mère avait dit oui. Je ne voulais pas ressentir de rancune, mais c'était impossible de ne pas y penser. Cet après-midi-là, un nouveau message est arrivé, accompagné d'une pièce jointe. C'était ma mère, sans contexte, sans explication. Juste une photo d'une facture de carte de crédit avec un montant exorbitant. La légende était directe. On a besoin d'aide avant vendredi. J'ai fermé les yeux et respiré profondément, sentant le poids de cet instant. Il ne se donnait même plus la peine de dissimuler. Pas de demande polie, pas de reconnaissance que je pouvais avoir mes propres difficultés. C'était un ordre masqué en besoin. J'ai repensé à toutes. Les fois où je les avais aidés sans poser de questions. Quand j'avais dû payer une réparation de voiture dont j'ai découvert plus tard qu'elle n'était pas urgente. Quand il m'avait demandé de l'argent pour une facture en retard, et que le mois suivant il publiait des photos d'un dîner dans un restaurant chic, quand ma mère insinuait que je devrais être plus généreuse parce qu'après tout, il m'avait élevé et donné tout ce qu'il pouvait. Mais cette fois, quelque chose a changé en moi. J'ai pris mon téléphone et répondu le plus simplement possible. Je ne peux pas vous aider. Il n'a pas fallu 2 minutes pour que le téléphone sonne. C'était mon père. Je n'ai pas répondu. Puis un nouveau message est arrivé. Tu ne peux pas. Ou tu ne veux pas? J'ai pris une grande inspiration avant de répondre. Je ne peux pas. Cette fois, le silence a duré quelques heures. Puis un autre message, d'un numéro inconnu. En l'ouvrant, j'ai senti un frisson me parcourir l'échine. C'était encore ma tante, celle qui m'avait appelée quelques jours plus tôt, répétant presque les mêmes mots. Elle disait que mes parents souffraient, qu'ils avaient toujours tout fait pour moi, et qu'ils avaient maintenant besoin de mon aide. À ce moment-là, tout est devenu clair. Mes parents ne se contentèrent pas de me demander de l'argent. Ils propageaient une version déformée de l'histoire à toute la famille. J'étais l'ingrate, l'égoïste, qui abandonnait ses parents au moment où ils en avaient le plus besoin. La culpabilité a tenté de s'insinuer, comme elle l'avait fait si souvent. Mais cette fois, c'était différent. J'ai vu la situation pour ce qu'elle était vraiment. Ils ne souffraient pas. Ils n'étaient pas dans le besoin. Ils étaient juste furieux parce que, pour la première fois, j'avais dit non. À la fin de la nuit, avant de se coucher, Grégoire m'a appelé. Il ne savait rien de ce qui se passait, mais ses mots m'ont transpercé. « Maman, on va voir mamie et papy ce week-end ?» Pendant un instant, j'ai eu envie de mentir, de dire oui, que tout allait bien, mais j'ai pris une profonde inspiration et répondu le plus simplement possible.
Ils sont occupés pour l'instant, mon chéri. On verra plus tard, d'accord? Il a hoché la tête, satisfait de la réponse, et s'est rendormi. Mais je savais que c'était une question qu'il poserait souvent. Le lendemain, ma routine a repris son cours habituel. Emmener Grégoire à l'école, affronter une journée de travail épuisante, rentrer chez moi exténuée. Mais en milieu d'après-midi, un nouvel email est apparu dans ma boîte de réception. C'était une notification officielle. Quelqu'un avait tenté de demander l'accès à mon immeuble, prétendant être un proche et vouloir déposer quelque chose pour moi. Mon cœur s'est emballé. Je savais exactement qui c'était. J'ai appelé immédiatement la gestion de l'immeuble, et la confirmation n'a pas été une surprise. Ma mère avait essayé d'entrer dans le bâtiment, disant qu'elle devait livrer un colis important. Quand le personnel lui a dit qu'il ne pouvait la laisser entrer sans mon autorisation, elle s'est énervée et est partie. J'avais la tête qui tournait. Je savais qu'elle ne voulait pas juste me livrer quelque chose. Elle voulait me prendre par surprise, forcer une conversation, essayer de me convaincre. Leur désespoir grandissait, et ça me faisait peur. S'ils étaient prêts à débarquer sans prévenir, que pouvaient-ils faire d'autre? Ce soir-là, mon téléphone a sonné. C'était mon père. J'ai décroché, consciente qu'un jour ou l'autre, je devrais affronter cette conversation. Sa voix était fatiguée, teintée de frustration mêlée de quelque chose que je n'arrivais pas à identifier. « Pourquoi tu nous fais ça ?» a-t-il demandé. Qu'est-ce que je faisais? Rien. Je ne faisais que poser une limite qui aurait dû être tracée depuis des années. J'ai pris une grande inspiration et répondu calmement. Je ne vous fais rien, je prends juste soin de moi et de mon fils. Il a ri, mais ce n'était pas un rire amusé, c'était un rire incrédule. Tout ça pour un service que ta mère n'a pas pu rendre. Tu vas vraiment nous traiter comme ça? Mes mains tremblaient, mais ma voix est restée ferme. Ce n'était pas juste ça. Et tu le sais, il y a eu un long silence. Puis il a tenté une autre approche. Écoute, ta mère se sent vraiment mal à cause de tout ça. Elle n'avait jamais imaginé que tu serais aussi blessé. Elle veut discuter. On viendra samedi pour régler ça en personne. J'ai senti une oppression dans ma poitrine. Ce n'était pas une invitation à parler, c'était une menace voilée. Il me prévenait qu'il viendrait. Que je le veuille ou non, j'ai répondu fermement. Ne venez pas, je n'ouvrirai pas. Il a soupiré lourdement. Alors, c'est tout? Tu vas vraiment nous couper de ta vie? J'ai fermé les yeux, essayant de rester calme. Je veux juste un peu d'espace. Le silence de l'autre côté confirma que ma réponse ne leur suffisait pas. Ils ne voulaient pas entendre un non. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un message d'un numéro inconnu. Cette fois, c'était mon frère, quelqu'un avec qui j'avais eu peu de contact ces dernières années. Il m'a envoyé un message court. Nos parents m'ont appelé. Je crois qu'on doit parler, toi et moi. Mon estomac s'est retourné. Je savais que mes parents essayaient de nous monter l'un contre l'autre. Mais pour une raison ou une autre, ça m'a touché plus que tout le reste. Mon frère n'était pas proche d'eux. Mais maintenant, il était impliqué dans cette histoire. Le lendemain matin, je me suis réveillée plus fatiguée que lorsque je m'étais couchée. Mes parents avançaient de plus en plus, et je savais que je devais me préparer à ce qui allait suivre. J'ai regardé Grégoire, encore endormi paisiblement, ignorant tout de ce qui se passait. Mon cœur s'est serré. Je ne voulais pas qu'il grandisse au milieu de ce chaos. Il méritait une vie stable, loin des manipulations qui m'avaient emprisonné pendant des années. J'ai décidé de l'appeler. Il a répondu rapidement, comme s'il attendait mon appel. Son ton était neutre, mais je sentais qu'il voulait aller droit au but. Je viens de parler avec eux. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pris une profonde inspiration. Ils me mettent dans la pression. Quand j'ai eu besoin d'eux, ils m'ont tourné le dos. Maintenant que j'ai dit non pour la première fois, ils essaient de me faire passer pour la méchante. Il y a eu un silence de l'autre côté, puis il a soupiré. Ça ne me surprend pas. Ils m'ont fait la même chose. Ma respiration s'est coupée une seconde. Quoi? Il a ri sans humour. Tu crois que je n'ai pas essayé de m'éloigner? Quand j'ai quitté la maison, j'ai tout fait pour avoir ma propre vie. Mais à chaque fois qu'ils avaient besoin d'argent, ils m'appelaient. Et si je disais non, ils inventaient des histoires. Faisaient comme si j'étais un ingrat. J'en ai eu marre il y a longtemps. Alors je me suis éloignée. Ma tête tournait. Pendant toutes ces années, j'avais pensé que mon frère s'en fichait, mais je réalisais qu'il avait vécu la même chose, juste différemment. Alors pourquoi ils t'ont appelé maintenant? Ai-je demandé. Parce qu'ils pensent que je peux te convaincre de les aider. Sa réponse était directe. Une boule s'est formée dans ma gorge. Ils ne voulaient pas se repentir. Ils ne voulaient pas réfléchir à ce qu'ils avaient fait. Ils voulaient juste continuer à utiliser les mêmes vieilles tactiques. Tu vas les aider? Ai-je demandé doucement. Il a ri à nouveau, cette fois avec une pointe d'ironie. Ah, même si je le voulais, je n'ai rien à leur donner. Mais je voulais entendre ta version avant de faire quoi que ce soit. Maintenant que je l'ai entendue, je sais quoi faire. Avant de raccrocher, il a dit quelque chose qui a résonné dans ma tête toute la journée. Si tu as besoin de soutien, fais-moi signe. Tu n'as pas à affronter ça toute seule. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que je n'étais pas totalement seule dans ce combat. Mais mes parents n'avaient pas encore fini. Cet après-midi-là, alors que j'étais au travail,
j'ai reçu un autre message inattendu. Il venait de l'administration de l'immeuble. Quelqu'un avait essayé de s'ajouter à ma liste de visiteurs sans ma permission. Encore une fois, je savais qui c'était. J'ai appelé immédiatement le concierge. Ariana, la gestionnaire de l'immeuble, a répondu avec sa voix calme habituelle. « Bonjour, Marie. Oui, ta mère est passée tout à l'heure. Elle a dit qu'elle devait déposer quelque chose d'important pour Grégoire. Mon estomac s'est noué. Et vous? L'avez laissé faire? Bien sûr que non. Je me suis souvenue de ton avertissement et j'ai refusé tout de suite. Mais elle a insisté, disant que c'était urgent. Comme je n'ai pas cédé, elle s'est énervée et est partie. Je les ai remerciés d'avoir respecté ma décision, mais j'ai raccroché avec une boule dans la gorge. Il était évident qu'elle n'allait pas s'arrêter de sitôt. Ce soir-là, je me suis assise dans le salon et j'ai fixé le téléphone, attendant la suite. Et elle est arrivée. Le téléphone a sonné, et cette fois, c'était mon père. « Marie, a-t-il commencé, sa voix empreinte de fatigue. Ta mère ne va pas bien. » J'ai senti un frisson me parcourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est très triste à cause de tout ça. Elle pleure tous les soirs. Tu veux vraiment laisser ta mère dans cet état? La colère est montée si vite que je n'ai pas eu le temps de réfléchir avant de répondre. Tu essaies encore de me manipuler. Je ne vous fais rien. Je m'occupe juste de ma vie. Il a soupiré, comme s'il était déçu. Tu penses que tu es juste? Juste? Ma voix a tremblé une seconde. Mais j'ai continué. Ce qui aurait été juste, c'est que maman m'aide quand j'en avais besoin. Ce qui serait juste, c'est que vous reconnaissiez ce que vous me faites. Mais tout ce que vous voulez, c'est que je vous obéisse à nouveau. Silence de l'autre côté. Puis, il a joué une dernière carte. Ton frère a dit qu'il t'avait parlé. J'ai fermé les yeux. Oui, et il m'a confirmé que vous lui avez fait la même chose. Mon père est resté sans voix. Il ne s'attendait pas à cette réponse. Je ne veux plus de disputes. Je ne veux plus de chantage. Je ne veux plus de menaces. Si vous ne pouvez pas respecter ça, on n'a plus rien à se dire. Le silence a duré quelques secondes, avant qu'il ne dise enfin, d'une voix plus froide que jamais, « Si c'est comme ça que tu veux, très bien. » Et il a raccroché. Ma respiration était rapide. Mon cœur battait à tout rompre, mais je savais que ce n'était pas fini. Et j'avais raison. Le lendemain, en quittant le travail, j'ai vu une scène qui m'a figée au milieu du parking. Mes parents étaient dans mon immeuble, assis sur le banc de la réception, une petite valise à côté d'eux. Un frisson m'a traversé. Je savais exactement ce qu'ils faisaient. Je me suis approchée d'un pas ferme et me suis arrêtée devant eux. Ma mère m'a regardée avec des yeux larmoyants. « On a perdu notre maison, Marie. On n'a nulle part où aller. » Mon cœur s'est emballé. Je les ai observés et j'ai vu qu'ils étaient bien habillés, comme toujours. Leur voiture était garée dehors, la même de toujours. Ils n'avaient pas l'air désespérés. Ils n'avaient pas l'air de gens qui avaient tout perdu. « Ce n'est pas vrai. » ai-je dit, la voix plus assurée que je ne l'imaginais. « Vous faites ça pour me forcer à vous laisser entrer. » Ma mère a reniflé, serrant la valise plus fort. « Pourquoi on ferait ça? On était parents, pour la même raison que vous avez menti aux autres à mon sujet, parce que vous ne supportez pas qu'on vous dise non. » Ma mère a soupiré, l'air agacé. « Tu vas vraiment nous laisser dans la rue? » Ma poitrine s'est serrée, mais je ne me suis pas laissée emporter. « Vous avez de l'argent, vous avez un endroit où aller. Ce n'est pas du désespoir, c'est de la manipulation. » Elle s'est levée brusquement. « Tu n'as pas de cœur. » J'ai senti une douleur, mais j'ai ravalé mes émotions et tenu bon. « Si vous avez besoin d'un hôtel, je peux vous aider à en trouver un. Mais vous ne resterez pas ici. » Elle m'a fixée, comme si elle attendait que je cède. Mais je n'ai pas cédé. Puis, sans un mot de plus, elle a pris sa valise, s'est retournée et est sortie par la porte. Mon père sur ses talons. Ils avaient tenté leur dernier coup, et ils avaient échoué. Après cette nuit-là, mes parents sont restés silencieux pendant presque une semaine. Pas d'appel, pas de message, pas de tentative pour se présenter chez moi. Je savais que ça ne signifiait pas qu'ils avaient abandonné, mais qu'ils préparaient leur prochain mouvement. J'ai essayé de me concentrer sur ma vie, sur le travail, sur Grégoire, mais chaque jour qui passait, une partie de moi attendait le moment où il reviendrait à la charge. Le vendredi, en quittant le travail, mon téléphone a sonné. J'ai regardé l'écran et mon estomac s'est retourné. C'était ma tante. Je savais ce qu'elle voulait avant même de décrocher. « Marie, a-t-elle commencé ?» La voix chargée d'une inquiétude exagérée. « Tes parents sont désespérés, tu dois les aider. » J'ai fermé les yeux une seconde, avant de répondre. « Ils ne sont pas désespérés. Ils veulent juste me forcer à les aider. » Elle a poussé un long soupir. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient plus d'argent, qu'ils avaient perdu leur maison, qu'ils n'avaient nulle part où aller. J'ai ri, sans humour. S'ils ont perdu leur maison, comment ils conduisent encore la même voiture? Comment ils continuent à dîner dehors et à poster sur les réseaux sociaux? Silence à l'autre bout de la ligne. Puis elle a tenté une autre approche. « Marie, comprends-moi. Ce sont tes parents. Tu as le devoir de les aider. Ils t'ont élevé. Ils t'ont tout donné. » Ma respiration s'est alourdie. J'avais entendu cette phrase trop souvent. Ils m'ont élevée parce que c'était leur responsabilité. Je n'ai pas demandé à naître. Elle est restée silencieuse. Et j'en ai profité pour continuer. Et quand j'ai eu besoin d'eux, où ils étaient quand j'ai failli perdre mon travail, quand Grégoire était malade,
Quand j'avais besoin de soutien, est-ce qu'ils se sont souciés de moi? Marie a-t-elle tenté? Mais je l'ai coupé. Je ne vais plus les aider. S'ils ont des problèmes d'argent, qu'ils vendent leur voiture, qu'ils trouvent un travail, qu'ils fassent ce que n'importe qui ferait. Mais je ne serai plus leur solution. Ma tante a soupiré. Tes parents sont dévastés. Ils disent que tu leur as tourné le dos. J'ai senti une tension dans ma poitrine, mais je l'ai ignorée. Ils disent toujours ça quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, mais j'en ai assez qu'on m'utilise. Avant qu'elle ne puisse insister davantage, je lui ai dit au revoir et j'ai raccroché. En rentrant chez moi, Grégoire s'est précipité vers moi, tout excité, tenant un dessin qu'il avait fait à l'école. Il était heureux, inconscient de tout ce qui se passait autour de moi. Je lui ai souri, essayant de me concentrer sur l'instant. Je devais me focaliser sur ma vie, sur mon fils. Mes parents ne pouvaient plus contrôler mon esprit, mais je savais qu'ils n'avaient pas fini. Le samedi matin, alors que je prenais mon café, j'ai entendu frapper fort, à la porte. Mon corps s'est raidi instantanément. Pas besoin de regarder par le Judas pour savoir qui c'était. J'ai ouvert la porte calmement et j'ai vu mes parents debout, avec des expressions calculées. Ma mère tenait une grande sacoche, comme si elle était prête à entrer. Mon père avait les bras croisés, tentant de paraître plus calme qu'il ne l'était. « On peut entrer ?» a demandé ma mère. J'ai laissé la porte entr'ouverte. « Non !» Elle a froncé les sourcils, visiblement surprise par cette réponse directe. « Marie, s'il te plaît !» a commencé mon père. « On veut juste parler. » J'ai croisé les bras. On a parlé au téléphone. Et j'ai été claire sur ma position. Vous ne l'avez pas accepté. Qu'est-ce qui a changé maintenant? Ma mère a essayé de prendre un air ému. On n'a nulle part où aller. J'ai levé les yeux au ciel. Vous avez encore votre voiture. Vous avez encore de l'argent. Ce n'est pas du désespoir. C'est de la manipulation. Elle m'a regardée comme si j'avais dit quelque chose de cruel. Tu crois vraiment qu'on ferait ça? Le silence qui a suivi a confirmé que j'avais raison. Ma mère a soupiré, puis a changé de tactique. Grégoire ressent notre absence. Il a besoin de ses grands-parents. Mon corps s'est tendu. Je savais qu'ils utiliseraient mon fils contre moi. Grégoire ressent l'idée qu'il a de vous, mais vous n'êtes pas des grands-parents présents. Vous ne l'avez jamais été. Ce n'est pas juste, a protesté ma mère. Juste, ma voix s'est élevée légèrement. Ce qui aurait été juste, c'est que vous m'aidiez quand j'en avais besoin. Ce qui aurait été juste, c'est que vous soyez là pour moi. Mais maintenant que c'est moi qui dis « Non, vous trouvez ça injuste ?» Elle a secoué la tête, mais mon père est intervenu. « Si tu ne veux pas nous aider, très bien. Mais pense à ton fils. Tu veux vraiment qu'il grandisse sans grands-parents ?» J'ai pris une grande inspiration. Si ses grands-parents sont des gens qui manipulent et utilisent le chantage pour obtenir ce qu'ils veulent, alors oui, je préfère qu'ils grandissent sans vous. Les yeux de ma mère se sont écarquillés, comme si elle n'en croyait pas ses oreilles. « Marie, tu ne peux pas nous faire ça !» s'est-elle exclamée. « Mais si, je pouvais. J'ai tenu bon. Vous devez partir. » Ma mère a fait un pas en avant, essayant de passer devant moi, mais je lui ai bloqué le chemin. « Vous devez partir. » Elle a regardé mon père, espérant qu'il intervienne. Mais il s'est contenté de pousser un long soupir et de secouer la tête. Sans ajouter un mot, j'ai saisi la porte et la leur ai fermée au nez. Je suis restée là quelques secondes, écoutant leurs pas hésitants s'éloigner. Quand j'ai regardé par la fenêtre, je les ai vus monter dans leur voiture et rester là un moment avant de partir. Je me suis assise sur le canapé et j'ai senti un poids s'envoler de mes épaules. Pour la première fois, j'avais vraiment fait ce que je devais faire, mais une partie de moi savait que ce n'était pas encore fini, et j'avais raison. Le lundi, pendant que j'étais au travail, j'ai reçu un email du service des ressources humaines. Ma mère avait tenté de contacter l'entreprise, prétextant une urgence familiale et demandant à me parler. C'en était trop. Je savais que je devais prendre une décision définitive. Ils n'accepteraient jamais un non. Je devais donc m'assurer qu'il n'y ait pas d'autre choix. Ce soir-là, après avoir mis Grégoire au lit, je me suis assise dans le salon et j'ai fixé mon téléphone. Mes mains étaient de froide. Mon cœur battait fort. Je savais ce que je devais faire, mais pour une raison quelconque, j'hésitais. Toute ma vie, on m'avait appris à ne jamais me détourner de mes parents, à toujours placer leurs besoins avant les miens. Mais maintenant, en repensant à tout ce qui s'était passé, je réalisais à quel point cela m'avait brisé. Au fil des années, j'ai pris mon téléphone et commencé à écrire un message à ma mère. J'ai effacé, j'ai réécrit, j'ai effacé encore. Rien ne semblait juste. Je voulais tout dire, mais je savais que peu importe comment je le formulerais, elle trouverait un moyen de se faire passer pour la victime. Alors, j'ai opté pour la simplicité. À partir d'aujourd'hui, je vous demande de ne plus me contacter. Je n'en peux plus. Si vous continuez à essayer d'interférer dans ma vie, je prendrai des mesures légales. Envoyez. Mon cœur battait à tout rompre. Mais en même temps, j'ai ressenti un étrange soulagement. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a commencé à vibrer. D'abord un appel, puis 2, puis 3, tous de ma mère. Je les ai tous ignorés. Puis les messages ont suivi. D'abord ceux qui tentèrent de me manipuler. « Tu ne peux pas faire ça. On est ta famille. »
puis ceux qui cherchaient à me culpabiliser. Grégoire va grandir sans grands-parents à cause de toi. Et enfin, les menaces déguisées, tu regretteras ça un jour. Je n'ai répondu à aucun. Le lendemain matin, en ouvrant mes emails, j'ai vu un message de mon frère. Ils m'ont fait la même chose. Ne tombe pas dans leur piège. Je suis de ton côté. J'ai regardé ces mots un moment. Mon frère, qui m'avait toujours semblé si distant, était maintenant la seule personne qui comprenait vraiment ce que je vivais. J'ai pris une grande inspiration et répondu « Merci, je crois que c'est vraiment fini maintenant. » Mais je me trompais. Cet après-midi-là, Grégoire est sorti de l'école tout excité, un nouveau dessin à la main. En l'installant sur le siège arrière de la voiture, il m'a regardé et m'a dit sans prévenir « Mamie et papy sont venus me voir à l'école aujourd'hui. » Mon corps s'est figé. Mon cœur s'est mis à battre si fort que je l'entendais dans mes oreilles. « Quoi ?» ai-je demandé, essayant de garder une voix calme. Ce matin, ils étaient au portail et voulaient me parler. Mais la maîtresse a dit que je devais rentrer tout de suite. J'ai agrippé le volant, respirant profondément pour ne pas céder à la panique. Ils avaient franchi la ligne. Ça ne leur suffisait pas d'essayer de me pressionner, de se pointer à mon travail, d'appeler la famille. Maintenant, ils tentèrent d'atteindre mon fils. J'ai ramené Grégoire à la maison en essayant de rester calme. Mais à l'intérieur, je bouillais. Dès qu'il s'est distrait avec un dessin animé, j'ai pris mon téléphone et appelé l'école. La directrice a répondu, et sa voix est devenue tendue dès que j'ai mentionné mes parents. Oui, ils sont venus ce matin. Ils ont dit qu'ils étaient les grands-parents de Grégoire et voulaient le voir. Vous les avez laissés faire ? Ma voix tremblait. Bien sûr que non. Nous savons que vous seuls êtes autorisés à venir le chercher. Mais ils ont insisté. Ils ont attendu dehors un moment avant de partir. J'ai fermé les yeux, essayant de contenir ma colère. S'ils reviennent, prévenez-moi immédiatement. Je m'en occuperai. J'ai raccroché, et pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose de différent. Ce n'était pas juste de la frustration ou de la fatigue. C'était de la fureur. S'ils pensaient pouvoir m'intimider, ils se trompaient. S'ils pensaient pouvoir franchir cette limite, ils n'avaient aucune idée de ce que je serais capable de faire pour protéger mon fils. Cette nuit-là, pendant que Grégoire dormait, je me suis assise devant l'ordinateur et j'ai commencé à chercher des avocats. Il était temps de mettre fin à tout ça une fois pour toutes. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une résolution ferme en tête. Je ne pouvais plus permettre à mes parents d'avoir le moindre accès à ma vie ou à celle de Grégoire. Ils avaient dépassé toutes les limites. La situation était devenue hors de contrôle. Et si je n'agissais pas maintenant, je savais qu'ils continueraient à essayer de me manipuler, de me pressionner et d'envahir ma vie privée. J'ai pris mon téléphone et appelé un avocat spécialisé dans les affaires familiales. J'ai expliqué la situation objectivement, sans omettre les détails les plus durs. Il m'a écouté attentivement et, quand j'ai fini, sa réponse a été claire. Je devais établir des barrières légales. La première étape serait de porter plainte contre mes parents, en signalant leur tentative de contact non désiré, leur insistance à accéder à mon domicile et surtout, leur venue à l'école de Grégoire sans ma permission. Vous pourriez aussi demander une ordonnance de restriction, a-t-il suggéré. J'ai soupiré. Je n'aurais jamais imaginé en arriver là, mais je n'avais plus le choix. Si je n'agissais pas maintenant, il continuerait à profiter de ma patience. Ce jour-là, je suis allée au commissariat et j'ai déposé une plainte. J'ai tout raconté en détail, précisant qu'il ne s'agissait pas seulement de désaccords familiaux, mais d'une tentative persistante de contrôle et d'intrusion dans ma vie privée. En sortant du commissariat, j'ai pris une grande inspiration. Pour la première fois, j'ai eu l'impression de reprendre le contrôle de ma vie. Quand je suis rentrée chez moi, Grégoire dessinait à la table de la cuisine. Il m'a regardée avec son sourire innocent et m'a dit « Maman, aujourd'hui, j'ai fait un dessin de nous, moi, toi et notre maison. » Je me suis approchée pour regarder. Sur la feuille, il nous avait dessiné main dans la main devant notre immeuble, avec un grand soleil brillant au-dessus. J'ai souri, sentant une chaleur dans ma poitrine. Il était ma vie. Mon but était de lui offrir une enfance sûre, sans la confusion et le poids émotionnel que mes parents tentaient d'imposer. Ma décision était prise, et cette fois, il n'y avait pas de place pour les regrets. Le lendemain matin, avant d'aller au travail, j'ai laissé des instructions à l'école de Grégoire. La directrice a été compréhensive et m'a assuré que si mes parents tentaient quoi que ce soit, je serais immédiatement informée. En route pour le bureau, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu, mais je savais déjà qui c'était. J'ai répondu, et comme prévu, c'était mon père. « Tu es allée trop loin, Marie », a-t-il dit, la voix pleine de colère. J'ai pris une grande inspiration. « Ce que j'ai fait, c'est me protéger. Vous avez dépassé les limites. C'est ridicule. On est ta famille. » J'ai serré les doigts autour du volant. « C'est vous qui m'avez appris que la famille doit prendre soin les uns des autres. Mais quand j'ai eu besoin de vous, où étiez-vous? Vous ne venez que quand vous voulez quelque chose de moi. » De l'autre côté, il est resté silencieux quelques secondes. Puis, il a laissé échapper un petit rire sans joie. « Alors c'est ça? Tu vas nous traiter comme des étrangers? C'est vous qui avez fait ce choix, pas moi. » Il a essayé de discuter encore un peu,
Mais cette fois, je n'ai ressenti ni doute ni hésitation. Avant de raccrocher, il a dit quelque chose qui m'a marqué. Un jour, tu regretteras ça. Mais contrairement à toutes les fois où j'avais entendu cette menace voilée, cette fois, je connaissais la vérité. Je ne regretterai jamais d'avoir choisi la paix. Les jours suivants, mes parents ont tenté plusieurs fois de me contacter, mais j'ai ignoré chaque tentative. Ils ont fini par comprendre qu'ils n'avaient été plus de pouvoir sur moi. Le silence, qui m'angoissait autrefois, est devenu une délivrance. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti que ma vie m'appartenait enfin. Grégoire et moi avons repris notre routine, sans mauvaises surprises, sans appels insistants, sans visites imprévues. Il a continué à dessiner sa maison, son soleil éclatant, et moi, j'ai enfin pu respirer librement. L'histoire avec mes parents n'a peut-être pas eu une fin heureuse, mais elle a eu la fin nécessaire. Et pour moi, c'était plus que suffisant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites-moi dans les commentaires ce que vous feriez à ma place. Pensez-vous que j'ai pris la bonne décision? Avez-vous déjà vécu quelque chose de semblable? J'aimerais connaître votre avis. Et si vous avez aimé mon histoire et que vous voulez en entendre d'autres, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rater aucune vidéo. À bientôt.